19h30, merci d'être au rendez-vous de l'information. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité régionale de ce lundi, la gestion municipale du Gosier, une nouvelle fois pointée du doigt. Le plan local d'urbanisme a été annulé par le tribunal administratif. L'évaluation environnementale a été jugée incomplète par les magistrats. La commune a 2 mois pour faire appel. J-2 avant le 17e congrès des élus, 4 blocs majeurs de réflexion et une question centrale, l'évolution institutionnelle. Nous ferons le point sur les enjeux pour l'archipel dans quelques minutes. Admis, refusé ou liste d'attente. La première vague d'admission de Parcoursup est enclenchée. Nous nous sommes rendus au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre où les premiers vœux ont été satisfaits après les dépôts de dossiers. Et puis le voyage solidaire de Max Zita sur la terre de ses ancêtres. Le chanteur gospel s'est rendu au Bénin. Un retour aux sources rempli d'émotions, vous le verrez. La ville du Gosier, une nouvelle fois sous les feux de l'actualité. Le plan local d'urbanisme est cette fois pointé du doigt. Le tribunal administratif vient de l'annuler. La décision a été rendue publique le 25 mai dernier. Alors comment en est-on arrivé là? Bonsoir Eric Schimpfling. Bonsoir. Alors quels sont les éléments du dossier, Eric? Alors, le tribunal administratif a annulé le plan local d'urbanisme après avoir été saisi par les 12 terrasses d'Émeraude, une société domiciliée à Montauban-Gosier et dirigée par Nicolas Vion. Les magistrats ont en effet jugé que la ville n'avait pas réalisé d'évaluation environnementale suffisamment étayée lors de l'adoption de son PLU le 27 avril 2021. Et la chose est d'autant plus grave que ce PLU était quasi identique à celui de 2015, qui lui-même avait déjà été annulé pour quasiment les mêmes motifs par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. C'était le 29 mai 2019. Alors, la commune du Gosier va-t-elle faire appel? Contacté, Cédric Cornet n'a pas souhaité répondre à nos questions. La commune dispose néanmoins d'un délai de 2 mois. Pour autant, celui-ci n'est pas suspensif. Alors, cette décision a-t-elle une incidence sur les autres projets immobiliers en cours dans la commune, Eric? Alors, normalement, non, mais il peut y avoir des exceptions, notamment pour certains projets adossés à une modification spécifique du plan local d'urbanisme. Et c'est le cas du futur gymnase Rudy Gobert. Le 23 février dernier, le conseil municipal a en effet approuvé la modification simplifiée numéro 1 du PLU afin de permettre, je cite, la construction d'un équipement sportif de proximité sur le site du plateau Saint-Germain sur une assiette foncière élargie. Fin de citation. De Durée, une annulation en amène une autre et au final, c'est le permis de construire du futur gymnase qui pourrait bien connaître le même sort. En attendant, la ville va devoir tout reprendre à zéro, à commencer par l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, mais cette fois complété par une véritable évaluation environnementale, comptée 1 an minimum, voire 2, selon les spécialistes du droit administratif que nous avons consultés. Affaire à suivre. Merci Eric pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, cette alerte rouge lancée par Guader sur la prolifération des sargasses sur le site du lagon à Saint-François. Les taux de sulfure d'hydrogène dépassent le seuil de 5 ppm en moyenne. Les mesures font état également de concentration élevée d'ammoniac. Il est donc recommandé au public de se tenir éloigné des zones affectées. L'organisme demande la mise en place urgente d'un chantier d'enlèvement des algues brunes. Et notez également que les concentrations en particules fines PM10 dans l'air devraient dépasser les 50 mètres carrés en moyenne. Cette valeur correspondant au seuil d'information et de recommandation face à cette prévision et à la persistance de cet épisode de pollution. La procédure d'alerte rouge est déclenchée conformément à l'arrêté préfectoral. Les populations vulnérables et sensibles doivent bien entendu prendre toutes les précautions recommandées. Quelle évolution institutionnelle pour la Guadeloupe? La question sera au cœur du 17e congrès des élus qui se tiendra mercredi au conseil départemental à Basse-Terre. Alors quels sont les enjeux pour l'archipel? Les enjeux politiques notamment. On fait le point avec Jackie Massico. Au centre des débats, le développement économique, les questions environnementales, la fiscalité, la vie chère, la culture, tout ce qui touche au quotidien des populations et à l'expression pleine et entière de l'identité guadeloupéenne. Des préoccupations et de nombreux obstacles qui appellent tous une solution politique. Le diagnostic est connu et d'expérience après des décennies d'une départementalisation qui a montré ses limites et d'une décentralisation qui n'a pas tenu ses promesses. On sait qu'il s'agit de négocier avec l'État
un nouveau contrat social. Ce congrès est donc éminemment politique, d'autant que certains ont arrêté d'agiter le chiffon rouge pour faire place lors du dernier congrès à un consensus inédit sur la nécessité d'une évolution statutaire et institutionnelle. Selon un récent sondage Calistat, 7 Guadeloupéens sur 10 souhaitent un statut fiscal et douanier propre, c'est dire la volonté de lever les pesanteurs du centralisme étatique et de rompre avec l'économie de comptoir. Tout cela est éminemment politique. L'heure est donc désormais à la clarté et au courage. Les congressistes devront dire s'ils veulent d'une simple fusion des deux collectivités majeures, renforcer la gouvernance avec plus de pouvoirs décentralisés ou aller encore plus loin entre autonomie et indépendance. Les Guadeloupéens devront s'autodéterminer, clame le président du Congrès, qui plaide pour une consultation référendaire. En attendant, la balle est dans le camp des élus. Invitée de Politique Première ce soir, la sénatrice Victoire Jasmin a exprimé son positionnement à l'approche du grand rendez-vous politique. Victoire Jasmin qui a annoncé en exclusivité sa candidature pour un second mandat en tant que tête de liste du PS. Extrait. Je serai candidate, voilà. Tête de liste. Je serai candidate tête de liste parce que je considère que nous sommes 3 sortants. Ce serait vraiment dommage que je ne me mette pas en première ligne. Donc c'est un acte courageux, dirais-je. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crois que pour avoir travaillé pendant ces 6 années, avec les 2 années de pandémie et pendant la pandémie même, j'ai beaucoup travaillé, ce qui a fait que mon travail a permis que je sois nommée de fait dans la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques. Donc vous avez été élu grâce au parti socialiste également. Et oui. aujourd'hui, vous leur tournez le dos, c'est ça? Ah non, je n'ai pas tourné le dos parce que vous avez eu les communiqués, vous avez entendu le premier fédéral également. Et eh bien, c'est autant au niveau local qu'au niveau national qu'ils ont reconnu le travail que nous avons réalisé. Et moi, j'ai été investi par le parti. Vous avez vu les différents communiqués, ça a été diffusé. Donc, je suis investi par le parti, tant au niveau local qu'au niveau national. Donc, j'ai été élu sur une liste et il faut dire que les 3 sortants de 2017 ne se sont pas présentés. Donc, il y avait une configuration où il n'y avait pas de sortants. Donc maintenant, quand nous sommes 3 sortants, je ne donne pas le dos à Victorine Lurel. C'est une opportunité justement pour que chacun de nous ait les mêmes chances. Et pour aller plus loin sur le congrès, le politologue Georges Calixte nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, que peut-on attendre de ce congrès ? Alors, il y a le principe de réunir un congrès avec de nouvelles prérogatives, y compris de nouvelles compositions, puisque maintenant, c'est le congrès des élus départementaux, régionaux et des maires, même si les délibérations qui sont transmises au Premier ministre concernent le conseil régional et départemental. Maintenant, sur la forme, il y a peut-être un certain nombre de questions à se poser. La première, quand on voit la structuration même des débats autour de 4 blocs de 12 thématiques avec ce qu'on appelle des recommandations ou des préconisations, on constate que beaucoup d'entre elles figuraient déjà dans le projet guadeloupéen de société, étaient déjà reprises dans la loi égalité réelle et surtout étaient également figurées dans le mémorandum par lequel les élus avaient proposé une sortie de crise. Donc, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi n'y a-t-il pas eu, dans les documents de présentation, une évaluation suffisamment précise qui ferait que des problématiques qui datent de 2012, 11 ans après, reviennent encore comme problématique principale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en tout cas la deuxième faiblesse des documents qui sont présentés aux élus, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait une colonne supplémentaire pour chacune des préconisations, dire ce qui est possible dans le cas de l'article 73, ce qui ne l'est pas, et à ce moment-là, bien identifier les nouvelles compétences qu'on pourrait demander au gouvernement. Alors justement, vous faisiez référence aux problématiques. Est-ce que toutes les problématiques de la Guadeloupe ont été intégrées ? On pense par exemple à la démographie. Alors, elles n'ont pas toutes été intégrées.
Sachant que depuis la modification du 21 février 2022, le Congrès est beaucoup plus spécifiquement axé sur les transferts de compétences, sur l'évolution du statut, sur l'évolution du régime législatif. Et c'est vrai qu'un certain nombre de thématiques n'ont pas été particulièrement traitées. Vous avez parlé de la démographie. Il y a eu un accent porté sur le développement économique, le développement humain, le développement territorial ou alors l'évolution des institutions. Mais c'est vrai que compte tenu qu'il y a eu 5 mois de concertation, que de ces 5 mois ont émergé un certain nombre de thématiques, les élus se sont en tout cas vont se concentrer davantage sur les thématiques prioritaires qui ont émergé. Mais il n'empêche que ces documents mériteraient, pour qu'ils soient plus lisibles, plus explicites, qu'il puisse y avoir cette dimension évaluative qui manque cruellement. Alors, on parle d'évolution statutaire et institutionnelle. Il y a une confusion entre les deux. Est-ce qu'on peut faire un éclaircissement ce soir? Oui, de toute façon, il n'y a pas d'évolution institutionnelle pure. L'évolution institutionnelle détermine automatiquement une évolution statutaire. C'est-à-dire que, par exemple, la Guadeloupe actuellement a le statut de département région d'outre-mer. S'il y a une fusion des deux institutions, elle change de statut. Elle devient, comme la Martinique, comme la Guyane d'ailleurs, une collectivité à statut particulier. Alors, on confond souvent l'évolution statutaire et le changement de régime législatif. Quand on passe de l'article 73 à l'article 74, on ne change pas de statut. Le changement de statut, c'est dans l'article 73. On change de régime législatif. C'est-à-dire que dans l'article 73, les lois s'appliquent avec d'éventuelles dérogations, alors que dans l'article 74, c'est une spécialité législative, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles compétences qui sont données à la collectivité et que la loi, en tout cas, n'est plus concernée puisque ces collectivités ont la capacité à pouvoir eux-mêmes établir des règles dans les compétences qui leur ont été transférées. Merci beaucoup, Georges Calixte, pour toutes ces précisions. Le congrès sur lequel nous reviendrons, bien évidemment, sur nos antennes télé, radio et Internet, en votre compagnie également. Merci à vous. Le développement territorial sera au cœur de ce congrès également et parmi les préoccupations du moment, la question de la sécurisation des réseaux, en particulier ceux de l'électricité. C'est un véritable sujet en saison cyclonique. Pour cause, seuls 28% du réseau basse tension est enfoui par le CIMEG. L'explosion des coûts des matériaux retarde le chantier. Mickaël Bastide, Daniel Quérin. Ils se croisent et s'entremêlent dans un désordre indescriptible. Ce spectacle peu esthétique est voué à disparaître progressivement du paysage guadeloupéen. À l'entrée de la baie du Moule, à l'impasse Christiani, l'enfouissement des linéaires de câbles aériens va permettre de raccorder les 48 habitations du quartier. Tous ces réseaux-là vont être transférés en souterrain pour alimenter toutes les maisons en souterrain. Et donc, tous les réseaux aériens vont disparaître. Ces opérations répondent à des enjeux à la fois esthétiques et sécuritaires, notamment lors de la saison cyclonique. Les réseaux ne pourront plus subir en quelque sorte les aléas climatiques tels que les cyclones. Donc tout ce qui sera enfoui sera sécurisé. Et donc, une fois qu'on aura enlevé la partie aérienne, il n'y aura plus de risque de chute de réseau ni de chute de poteaux. Les premiers travaux d'enfouissement des réseaux de communication, d'éclairage public et d'électricité ont débuté en Guadeloupe en 2012. Seulement un quart des 4200 km de réseau basse tension est désormais souterrain. On y travaille, c'est vrai que ce n'est pas évident, puisque avec l'explosion des coûts des matériaux, nous avons ralenti par rapport aux prévisions qui étaient données en début de mandature en 2020, mais nous travaillons énormément et nous sommes à 28%. En revanche, 75% des 2000 km de réseau haute tension est enfoui. Le coût financier du schéma directeur coordonné pour l'enfouissement des réseaux basse tension est estimé à 12 millions d'euros. L'objectif du CIMEG est d'enterrer l'ensemble des réseaux dans 10 à 15 ans. On va parler de Parcoursup, fin du suspense pour les candidats aux études supérieures. Les premières réponses des universités et grandes écoles sont tombées depuis le 1er juin. 6391 candidats ont confirmé au moins un vœu, dont 5028 lycéens. On dénombre 5887 places en formation initiale et apprentissage. Notez que la phase d'admission se terminera le 7 juillet prochain. Et justement, au lycée Gerville-Réache, les premiers vœux ont été satisfaits après les dépôts de dossiers. Une étape importante pour la suite.
entre joie et soulagement. Le reportage de Thierry Philippe. La période d'examen bat son plein au lycée Gervais-Griache. Les lycéens sont concentrés et malgré cette atmosphère chargée, ils ne doivent pas perdre de vue la plateforme Parcoursup. C'est le cas de Lou qui est en classe de terminale. Il a confirmé son principal vœu et est désormais en phase d'admission principale. Dans le cas où on est accepté dans les écoles ou les facs qu'on voulait, on peut ressentir une certaine chute de pression, une certaine joie. Après, dans le cas où on n'est pas accepté, bien sûr, ça pose problème. Sur certains classements, on a quelques doutes sur la façon dont c'est fait et peut-être qu'au fur et à mesure des années, ça va s'améliorer, je pense. Elisa, candidate au baccalauréat, a pu consulter les propositions faites par Parcoursup. Elle est satisfaite mais observe tout de même au quotidien la liste d'attente. Pour moi, ça s'est bien passé, donc j'ai eu des prépas que je voulais. Après, je suis encore en liste d'attente sur pas mal de vœux que je veux. Mais pour l'instant, en termes de liste d'attente, ça se passe bien et je suis bien classée. Donc là, dans les prochains jours, je devrais être acceptée sur d'autres vœux où je souhaite aller. En ce qui concerne le baccalauréat général, le lycée Gervais-Griache affiche pour l'instant 8% d'élèves sans proposition et pour la section technologique, 4%. Nous avons deux voies, la voie santé sociale, sciences et technologies, santé sociale, où nous avons 5 élèves qui vont intégrer l'IFSI, l'Institut supérieur de formation des infirmiers. Et pour l'autre voie, les STMG, sciences et technologies du management de la gestion, là on a pratiquement à peu près 8 élèves qui sont sans proposition. La phase principale d'admission de Parcoursup est prévue s'achever le 7 juillet 2023. Comment sauver la culture du manioc en Guyane? La plante est attaquée depuis quelques mois et plusieurs parcelles sont aujourd'hui décimées. Des analyses doivent être réalisées pour connaître la nature du phénomène et éviter le pire. Guillaume Perrault. Sur le Haut-Maroni, le prix du manioc a doublé. À Maripasoula, le bidon de couac est passé de 60 à 130 euros. La crise sanitaire du manioc prend de l'ampleur et perturbe le quotidien des habitants. Peter Wagno, habitant du village Tidamali, a perdu la moitié de sa plantation. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des gens d'agriculteurs pour nous aider il n'y a pas que moi, il y a tous des villages qui sont contaminés par cette virus. Je ne sais pas si c'est virus ou pas. Ces 2 dernières années, il a énormément plu sur l'Oyapock et le Maroni, entraînant des crues historiques. Et depuis quelques mois, le manioc est atteint d'une maladie. Donc on a été alerté l'année dernière par des agriculteurs, sauf qu'en fait, avec le climat qui était vraiment très particulier, on n'a pas su tout de suite dire si c'était lié du coup à la rémanence des pluies dans les sols ou aux inondations du fleuve ou à des maladies. On avait juste émis cette hypothèse. Cette année, ça a recommencé. Et donc là, on peut se dire que comme les symptômes se reproduisent vraiment identiques, et qu'en plus il y a eu des alertes du côté du Brésil et maintenant aussi du Suriname, qu'effectivement il pouvait y avoir un problème qui pouvait être lié à un pathogène, et donc on essaye d'identifier. Si les experts brésiliens privilégient la piste d'un champignon, chez nous des analyses doivent être réalisées pour déterminer la nature exacte du problème. Champignons, virus, bactéries, insectes, le diagnostic est très attendu. On va faire des analyses de boutures dans des différentes zones de Maripa, Grand Senti et les autres communes touchées pour savoir réellement à quel endroit on a des boutures saines, à quel endroit on a des boutures malades pour les multiplier surtout les boutures saines au niveau du pôle agricole, les diffuser afin que ce problème-là il soit réglé. Pour éviter la dispersion, il est recommandé de couper et brûler les parties malades, de bien nettoyer ses outils et ses bottes avec de l'alcool ou de la javel. Et on part ce soir à la rencontre d'un Guadeloupéen de l'Hexagone. Max Zita est une référence dans le milieu du gospel en France. Pour la 2e année consécutive, le chef de chœur a organisé un voyage au Bénin axé sur la culture et la solidarité. Un retour aux sources, un grand moment d'émotion. Nathalie Sarfati, Hugo Laridon. C'est une chanson traditionnelle du Bénin que Max Zita interprète avec ses chanteurs et avec l'une des sœurs Teriba qui les accueille. Précurseur du mouvement gospel en France, le Guadeloupéen organisait pour la 2e fois un voyage au royaume du Dahomey. C'est un séjour culturel et solidaire.
Le bus qui les emmène vers Adjara, au nord de Porto Novo, déborde de bagages. Des dons destinés à une association solidaire et éco-responsable. Nous sommes venus avec donc des cahiers, des stylos, des crayons, un peu le matériel scolaire pour l'année prochaine que certains d'entre nous avons recueilli dans nos boulots, dans notre entourage. Au-delà de l'action de venir ici, il y a aussi tout un maillage en amont qui permet de penser à une action positive entre nous, quoi. Voir des gens de bonne volonté comme ça venir nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Si on fait vraiment le point de ce qu'il faut acheter chaque année comme fourniture scolaire partagée aux enfants, c'est des centaines de mille. Tradition oblige, les enfants ont joué et chanté pour remercier Max et son groupe. L'occasion pour certains de se laisser aller à la danse. Leur générosité, leur accueil appelle aussi à cette danse. La danse, c'est un échange, c'est fusionner avec l'autre. Oui, j'ai dansé et j'ai envie de danser encore. Quelques jours plus tard, c'est à Ouida, ville mémoire de l'esclavage, que nous retrouvons Max Zita et son groupe. Direction la route des esclaves. Première étape, la case de Zommai. Ici étaient enfermés les captifs. Max appréhende différemment ce moment qu'il vit pour la deuxième fois. La première fois quand on vient ici, on n'entend pas ce qui est dit obligatoirement. On est dans une certaine émotion qui vous prend. Et c'est bien de revenir parce que là, on a déjà fait un premier chemin, un premier pas. Et on peut entendre les choses de façon plus apaisée, quoi. Plus loin, le mémorial qui évoque le cimetière des esclaves. Ghislaine est très attentive aux explications du guide. C'est le premier voyage en Afrique pour la Martiniquaise. Si je fais ce voyage avec Max, c'est que j'espère trouver ce petit bout de moi-même, effectivement, que je sens qu'il manque à mon bien-être personnel pour savoir exactement qui je suis. Point d'orgue de cette journée, la porte du non-retour, qui symbolise le point de départ des esclaves au-delà des mers. La mer que tous ont envie de toucher, quitte à être submergés d'émotions, comme Ghislaine qui finira en larmes dans les bras de Max Zita. Après Sainte-Lucie, il y a 15 jours, Kassav a fait son grand retour dans l'Hexagone. Premier concert pour le groupe emblématique depuis le décès de Jacob Desvarieux à Arles. Un événement qui était très attendu par le public. L'occasion d'un nouvel hommage à l'artiste disparu, Nathalie Sarfati. Dernière répétition pour Kassav sur la scène du théâtre antique d'Arles. Ils sont tous là ou presque. Il manque Jean-Philippe Martelly en convalescence et Jacob Desvarieux décédé il y a 2 ans. D'ailleurs, cette tournée du groupe antillais lui est entièrement dédiée. Il était nécessaire de retrouver la scène et lui dire qu'on l'aime, quoi. C'est tout. Simplement, je crois que c'est notre façon à nous de concrétiser le deuil. Pour moi, c'est ça. Celui qui endosse désormais le costume de guitariste, le voici, Karim Verger. À 23 ans, c'est avec beaucoup d'humilité qu'il remplace le musicien emblématique du groupe. J'étais vraiment en admiration, déjà de par son jeu, son son, et puis tout ce qu'il a composé en fait. Il ne faut pas chercher à être meilleur ou voilà. D'abord faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de respect et je pense qu'avec ça déjà c'est un bon début. C'est la voix de Jacob qui résonne en début de concert. Les titres s'enchaînent. Le public est dans l'ambiance, même si chacun pense au vide laissé par sa disparition. On est anxieux quand même parce que c'est le premier concert sans Jacob. Et ça. Oui. Il me manque que Desvarieux. J'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Mais nous sommes là. Avec ou sans Jacob, ça restera toujours Kassav avec Jocelyne. Voilà quoi, c'est vraiment c'est notre cœur. Il y a un autre petit nouveau dans la bande à Kassav, Patrice Ullmann.
Artiste confirmé, il a dû tout apprendre pour s'intégrer dans le groupe. Il faut faire les chorés, il faut prendre les textes, il faut faire les chœurs. En même temps, il y a des mouvements, donc je suis dans tout ça en fait. Je suis en train de prendre mes marques, mais ça va aller. Avec quelques dates encore, ça va aller. C'était sans compter avec une météo capricieuse. La pluie s'invite et interrompt le concert. Mais pas pour longtemps. Après 30 minutes d'interruption, le public peut jubiler à nouveau. Inventeur du zouk, le groupe antillais n'a rien perdu de son énergie, même si on sent le poids des absents. C'était le grand retour de Kassav dans l'Hexagone. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. La gestion municipale du Gosier, une nouvelle fois pointée du doigt. Le plan local d'urbanisme a été annulé par le tribunal administratif. L'évaluation environnementale a été jugée incomplète par les magistrats. La commune a 2 mois pour faire appel de la décision. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumal, à 6h15, la grande interview. Pierre Renette, membre de l'association Live en bas bois, sera l'invité de Claude Danican. 13h, Eddy Golabcan. Je vous retrouve quant à moi dès 19h. Tout de suite, Jackie Massico pour le Journal Créole. Très belle soirée à tous sur notre antenne. À demain. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.